à son club. Qui aura le courage de dire au couple impérial qu'il s'égare dans son amour trop exclusif? Maria Féodorovna peut-être, la plus lucide et qui savait tenir sa cour à la perfection. Mais elle passe beaucoup de temps auprès de sa sœur Alexandra, la reine d'Angleterre. Et lorsqu'elle reforme leur inséparable trio d'enfance avec Tira, la troisième, épouse de l'infortuné prétendant de Hanovre, Maria Féodorovna retarde un peu plus ses retours en Russie et demeure à Ividor, sa villa de Copenhague. Pourtant, les séjours danois de Maria Féodorovna lui permettent aussi de chercher conseil auprès de son beau-frère, le roi Édouard d'Angleterre, qui rend volontiers visite à sa belle famille, dont il apprécie le charme aimablement provincial. Édouard a toujours éprouvé de la sympathie pour les Romanov, et l'intimité des sœurs ne fait que renforcer ce sentiment. Le désarroi de Maria Féodorovna le touche lorsqu'il la voit si solitaire aux cérémonies de Copenhague. Enfin, comment se fait-il qu'elle passe tout ce temps ici, comme en exil? Et cette famille russe qu'elle dirigeait si bien du temps où son mari, le tsar Alexandre III, vivait encore, est-il possible qu'elle ait perdu cette simplicité et cette chaleur qui la rendaient si attachante? Pourtant, il suffit de regarder Olga avec son petit chien dans les bras, elle qui ressemble tant à son frère le tsar Nicolas, pour constater qu'elle est toujours aussi dénuée d'arrogance. Édouard et Alexandra ont d'autant plus de mal à mesurer le malaise qui règne chez leurs cousins russes qu'ils pratiquent eux-mêmes avec délice ce métier royal pour lequel on les avait crus si mal préparés, et qu'ils jouissent d'une popularité que même Victoria n'avait pas connue. L'allant, la gaieté, l'optimisme d'Édouard ont réveillé l'opinion. Quant à Alexandra, elle a peut-être l'oreille un peu dure, mais elle a le cœur infiniment tendre et rien ne lui échappe. Or voici qu'elle reparle des Romanov à Édouard. La bonne humeur d'Édouard s'enracine dans un fond de gravité qui lui permet d'être soudain rude et respecté quand les circonstances le commandent. Il sait comment naissent les tragédies et il sent que le décor paisible de l'Europe se charge d'orage. Et si elles avaient raison, ces princesses danoises, qu'il aime et qu'il respecte, quand elles lui disent que la Russie des Romanov ne saura pas éviter ce qui s'annonce. Or, à Belgrade, cette pauvre bourgade balkanique érigée en capitale d'un royaume de Serbie où Édouard ne connaît personne, deux familles se disputent le pouvoir depuis que les Turcs ont été chassés quelques dizaines d'années plus tôt. Le roi Alexandre Obrenović et sa femme, la reine Draga, ont relancé la vendetta et des officiers clarifient brusquement la situation en les massacrant sauvagement. Ce n'est encore qu'un fait divers vaguement royal, mais il se charge d'une signification politique inattendue lorsque le prince rival, Pierre Karageorgévitch, ramasse la couronne dans la boue sanglante et s'en empare. Les Serbes s'accommodent de ce changement expéditif de dynastie. Ils apprécient que le nouveau roi Pierre Ier veuille faire une plus grande Serbie, à la fois contre les Turcs au sud et les Autrichiens au nord, en nouant une alliance slave avec les Russes. Le roi de Monténégro, les familles descendues des montagnes, il y a bien du monde sur le seul boulevard à peu près pavé de Belgrade pour fêter la renaissance des ambitions nationales. Pierre Ier n'ignore pas que son couronnement, calqué sans trop de certitude sur le cérémonial de la glorieuse Serbie du Moyen-Âge, n'efface pas les fâcheuses circonstances de son avènement, aux yeux des ambassadeurs étrangers exilés à Belgrade pour une morne fin de carrière. Mais il est expérimenté, décidé et retors. Et il s'appuie sur l'un de ses fils, le tout jeune prince Alexandre, dont l'intelligence et la bonne mine peuvent frayer un chemin vers Paris et Saint-Pétersbourg.
Et il suffirait de mettre l'armée, encore loqueteuse mais farouche, sous la protection du tsar Nicolas pour que s'éteigne l'horreur du régicide et que s'affirment les promesses du nouveau règne. Bismarck avait coutume de dire qu'il fallait se méfier de la poudrière des Balkans où une étincelle pouvait mettre le feu à toute l'Europe. Encore faut-il trouver la mèche. Les souverains qui soupiraient d'aise en la croyant perdue découvrent avec étonnement qu'elle était enfouie à Belgrade et qu'un nouveau venu qui ne fait pas partie de la famille piaffe de s'en servir pour un petit feu d'artifice balkanique et slave qu'on pourrait admirer jusqu'à Vienne. À la Kaiservilla de Bad Ischl, l'empereur d'Autriche François-Joseph ne porte qu'une attention distraite aux événements de Serbie. Les charmes de sa villégiature d'été, où il peut enfin se défaire de ses uniformes lustrés par des années penchés sur son bureau, et endosser la tenue qu'il affectionne de gentilhomme promeneur et chasseur, en compagnie de ses gendres qui paraissent avoir son âge, sont les seuls auxquels s'abandonne sa vie droite et austère. François-Joseph est le plus autrichien des Habsbourg et le plus Habsbourg des Autrichiens. Ses ancêtres, qui ont porté si haut la gloire de Vienne, voulaient dominer l'Allemagne et l'Italie. Mais ils ne faisaient pas servir de bière à table et s'ennuyaient sur les chemins de montagne. François-Joseph aime l'opérette, le style Biedermeier, la Sacher-Torte, la chasse aux chamois, avec de vieux compagnons qui parlent le dialecte chantant des environs de Salzbourg. Mais il aime aussi les usages des autres peuples de son empire et résiste avec une inertie tatillonne aux préjugés des nationalistes. Le monolithe impérial est pourtant moins serein qu'il n'y paraît. Catherine Schratt, la bonne amie de ses vieux jours, aborde une maturité morose. Elle menace de le quitter dans l'illusion de reprendre sa carrière de comédienne. Et puis il y a son neveu, l'archiduc François Ferdinand, que le malheur lui impose pour héritier et qu'il traîne comme un boulet de contrariété. Longtemps, François Ferdinand n'a été aimé ni même regardé par personne. Petit archiduc sans grâce et renfrogné, abandonné à l'éducation militaire Habsbourg. À la mort de sa mère, son père se remarie avec une princesse portugaise qui s'intéresse à lui. Elle s'aperçoit qu'il est intelligent et amadoue son caractère abrupt et arrogant. Il lui sera toujours reconnaissant pour cette découverte de la douceur. Après Mayerling, la fin tragique de l'archiduc héritier Rodolphe, il se retrouve aux marches du trône, inconnu de tous. Et en plus, il est malade de la tuberculose. On pense que cette mauvaise carte disparaîtra sans laisser de traces. C'est mal connaître la sourde rage de son ambition. Il part se soigner en Inde, un bien étrange sanatorium, mais peut-être est-il surtout malade des mauvais traitements de Vienne. Il y étudie l'administration coloniale, admire son efficacité, déteste ses agents britanniques. Cet exercice de la curiosité et du mépris nourrit sa volonté de vivre. Il guérit peu à peu. C'est un chasseur forcené qui dépasse en sauvagerie tous les massacreurs de tigres. Les nouvelles de ses exploits parviennent jusqu'à Vienne. Elles ne causent pas de surprise. La chasse y est l'exutoire ordinaire des pulsions meurtrières. 5 fauves en une journée, l'archiduc devrait se ménager, une telle ardeur est excessive, s'étonne tout de même François-Joseph, qui devine son héritier à l'affût d'une autre proie, la puissance de l'Empire. Les charmes de Vienne, insouciante courtisane saisie par l'inquiétude d'avoir méprisé le client qui deviendra son maître, glisse sur sa rancune. On ne connaît pas de maîtresse au taciturne. La cour, qui peine à lui trouver une épouse, soupire d'aise en le voyant rendre visite aux filles de l'archiduchesse Isabelle, qui brûle de son côté de savoir le nom de l'heureuse élue. Elle s'appelle Sophie Chotek et c'est la propre dame de compagnie de l'archiduchesse, tchèque, désargentée, plus toute jeune, gardée par charité.
L'archiduchesse horrifiée chasse l'intrigante, range ses péronnelles, court à la Hofburg dénoncer le nouveau Mayerling. Trop tard, non seulement ils s'aiment, mais ils vivent déjà ensemble, sans se cacher, au château d'Arstretten, d'où François Ferdinand a fait savoir qu'il est décidé à l'épouser. Enfin, ceux-là n'ont pas les caractères de Rodolphe et Marie Betzera, et ce ne sera pas Mayerling, mais plutôt l'impasse, où François Ferdinand a le front de tenir tête à l'empereur pour une femme qui n'est même pas de mauvaise vie. François-Joseph oppose un refus courroucé à ce scandale sans appel qui cherche une mésalliance inadmissible, mais il se renseigne discrètement. La personnalité de Sophie Chotek est intéressante. De vieille noblesse tchèque, elle a toujours gagné sa vie toute seule. Elle est instruite, intelligente, sincèrement attachée à l'archiduc dont elle apaise le caractère. Alors François-Joseph cède à demi. Ce sera une union morganatique. Ni elle ni ses enfants ne régneront. Compromis glacé et mauvaise cicatrice pour la blessure que s'inflige l'empereur et son héritier. Il se marie donc en Bohême, loin de Vienne. Seule la fidèle belle-mère de François Ferdinand brave l'absence de la cour et de l'empereur. François Ferdinand ne regrettera jamais son mariage avec Sophie, époux fidèle, père affectueux de 3 enfants, élevé selon les principes modernes. Mais l'énergie avec laquelle il a imposé son mariage intéresse une génération d'ambitieux. Au palais du Belvédère, face à la Hofburg impériale, il constitue une chancellerie qui observe de très près la vie de l'Empire. Vienne en cristallise la vigueur intellectuelle sans précédent. La capitale que François-Joseph a transformée fait lever les fleurs de la sécession pour toutes les avant-gardes. Sigmund Freud y établit les bases de la psychanalyse dans le tranquille cabinet où défilent patients et disciples venus du monde entier. Tandis que Gustave Mahler, à moins de 40 ans, prend la direction de l'opéra. Otto Wagner, Hofmannsthal, Stefan Zweig, tant d'autres, souvent inconsolables quand surviendra l'effondrement du monde d'hier. L'empereur aborde ce bouillonnement qu'il ne comprend pas avec une tolérance absolue. Depuis qu'un architecte s'est suicidé pour une réflexion bénigne qu'il lui avait faite, il trouve toujours tout très bien et très intéressant et met un point d'honneur à soutenir ce point de vue à chacune des expositions auxquelles il se rend ponctuellement. En fait, une infinité de Viennes différentes se mêlent sans se connaître, partageant la frivolité des mots d'esprit, l'entraînement de la musique comme seule vraie langue commune, la tendresse de vivre des guinguettes du prater. Et toutes valsant doucement autour de celle de l'auguste vieillard, que des jeunes filles en fleurs viennent complimenter à chacun des bals des uns et des autres qui l'honorent de sa présence. Depuis le grand compromis de 1867, Budapest est l'autre capitale, celle de la Hongrie dont François-Joseph est le roi. Elle connaît la prospérité d'un marché unique, qu'aiguillonnent la rivalité et le patriotisme magyar. Les familles des magnats qui tiennent la terre n'ont pas oublié Kossuth, le prophète des grandes révoltes du siècle passé. Mais depuis que François-Joseph a promulgué l'égalité entre Hongrois et Autrichiens, elles se sont ralliées au souverain Habsbourg. Cette union, fervente pour le roi et le souvenir célébré de Sissi, est soupçonneuse à l'égard du gouvernement de Vienne. Hormis les affaires étrangères et l'armée commune, les Hongrois défendent leurs propres lois, que symbolise la couronne de Saint-Étienne, souverain légendaire d'autrefois, dont François-Joseph a juré de protéger l'héritage. Et seule sa patience, son autorité, sa parfaite connaissance de la Hongrie lui permettent de tenir un tel attelage. Or, devenue libre, la Hongrie refuse cette liberté aux nombreux autres peuples qu'elle domine. Et le très habile ministre Tisza,
navigue au plus juste entre la fidélité à François-Joseph qui voudrait poursuivre l'évolution vers une égalité générale et l'ambition des nationalistes hongrois qui renforcent sans cesse l'autorité de Budapest. Tout le monde est lié par serment réciproque, mais pour combien de temps encore et qu'en pensent les Tchèques ou les Croates? Pour l'héritier François Ferdinand, la solution est nette. Il faut briser l'orgueil hongrois qui bloque tout et bâtir un troisième royaume, celui des Slaves. L'Empire allemand est l'allié de l'Autriche-Hongrie et François-Joseph supporte stoïquement les assauts d'affection démonstrative dont l'accable le Kaiser Guillaume qui ne cesse de s'inviter à Vienne. C'est un mariage plein d'arrière-pensées malgré l'euphorie officielle. François-Joseph a failli se faire dévorer par Bismarck dans le passé. Il juge plus prudent de neutraliser les Allemands de Vienne en embrassant ceux de Berlin. Guillaume, de son côté, lorgne sur la Hongrie. Elle lui sert de levier pour déstabiliser son allié s'il s'avère trop susceptible. La grande idée du Kaiser, c'est de réunir les trois empereurs en une seule alliance. Et il aimerait convaincre François-Joseph de détacher Nicolas de la France. Que vient faire le tsar autocrate et son épouse, née princesse allemande, dans la galère de la République? Cette idée contre nature révulse le Kaiser. François-Joseph laisse dire, même si Nicolas lui rend aimablement visite, il sait que son empire et celui du tsar ne peuvent s'allier. Trop de rivalité dans les Balkans, et le premier qui s'endort réveille l'autre. Dans tous ces domaines, l'archiduc héritier François Ferdinand se démarque de son oncle François-Joseph. Il a de la sympathie pour le Kaiser, mais se méfie de ses intrigues en Hongrie. Et pas question de se fâcher avec le tsar pour quelques troupeaux de moutons serbes. Toutefois, il est un visiteur que François-Joseph est toujours heureux d'accueillir lorsqu'il vient pour sa cure à Marienbad, le roi Édouard. Certes, le genre de vie qu'il s'accorde loin de son épouse aurait de quoi choquer l'empereur. Flânerie dans la foule, terrasse de café, jolie femme, nuit de poker endiablée. Mais Édouard a tant de charme qu'il amuse François-Joseph. Il le persuade même de laisser la veuve de Rodolphe se remarier avec un comte hongrois. Comme il l'arrache à ses pinsomes pour l'emmener fumer en promenade les cigares que ses médecins lui interdisent. Édouard souhaiterait en fait que l'empereur se rapproche de l'Angleterre, mais François-Joseph bouge lentement. Il reporte à la prochaine visite. Revenez vite et n'oubliez pas les Havanes. Édouard est un apôtre du contact direct et de l'improvisation, méthodes qu'il maîtrise parfaitement mais qui sont dangereuses pour un roi, bien qu'elle lui vaille en revanche l'enthousiasme des foules. Mais il est aussi très prudent. S'il pratique avec un élan surprenant pour un homme de son âge un perpétuel marathon d'engagements officiels, entraînant Alexandra avec lui, c'est pour ne rien perdre de l'état de l'opinion. Or, il trouve que l'Angleterre est trop repliée sur son empire. Ses récents déboires durant la guerre en Afrique du Sud en sont l'éloquente démonstration. Survient le voyage en Irlande. Ils sont à bord du vieux Victoria and Albert qui ressemble au yacht de leurs neveux royaux comme une arbalète à une mitrailleuse. Tant de chiens, mal de mer, c'est fou ce que ça peut être loin l'Irlande. Surtout quand les Irlandais s'y mettent. Cela fait plus de 50 ans qu'ils réclament le Home Rule, cette autonomie que leur refuse le Parlement de Londres. Et il faut se donner un mal terrible pour réchauffer l'atmosphère. Édouard y parvient, à force d'être aimable et conciliant avec tout le monde.
Mais il sent bien à quel point son numéro d'artiste est fragile et comme le prestige d'une couronne ne peut plus contenir l'expression des problèmes politiques. Il est lui-même sévèrement corseté par la très remarquable classe politique anglaise. 3 hommes sont particulièrement attentifs à ne pas se laisser manipuler par lui. George Chamberlain est le plus brillant. Il a été républicain et violemment critique à l'égard d'Édouard lorsqu'il était prince de Galles. Il est l'adversaire des extrémistes irlandais. Il préconise l'alliance avec l'Allemagne. Il s'est beaucoup rapproché d'Édouard, mais au fond, ils ne sont d'accord sur rien. Asquith est l'astre du Parti libéral. Il va bientôt exercer le pouvoir. Mais il a fâcheusement tendance à faire de la rétention d'informations quand Édouard cherche à regarder dans ses papiers. Quant à ce farouche gallois de Lloyd George, c'est une sorte de révolutionnaire débraillé qui veut casser la Chambre des Lords. Au fond, Édouard est un autocrate dissous dans 40 ans de dîner en ville et à qui la démocratie interdit de recoller les morceaux. Il l'admet fort bien, mais les autres rois qui ne l'ont pas compris, quelles erreurs vont-ils commettre ? Ainsi, pour Édouard, le plus sombre nuage à l'horizon est son neveu, le Kaiser allemand Guillaume. Dans la pleine force de la quarantaine, au levier de commande de la puissance germanique dont il joue comme des hochets de ses caprices, Guillaume, depuis que sa grand-mère Victoria n'est plus là, vit désormais sans frein son haineuse fascination de l'Angleterre en la concentrant sur la personne de son oncle. Édouard a pourtant avalé bien des couleuvres prussiennes, visite respectueuse du prince de Galles au Kaiser, panoplie de casques à pointe et comédie des uniformes. En vain, Guillaume déteste son oncle qu'il poursuit d'une jalousie obsessionnelle. Or, il adore aussi venir en Angleterre, imposteur de lord, courant les régates et les manoirs où l'impeccable politesse de la gentry lui fait bon accueil. On ne demande qu'à oublier le provocateur qui télégraphiait ses félicitations au président Kruger, ennemi des Anglais durant la guerre des bourses, pour s'émouvoir du gentleman campagnard en tweed parcourant les abords de Windsor dans le souvenir éploré de sa chère grand-maman. Mais entre mon illustre neveu et cet insupportable vieux pan, l'affrontement est inévitable. L'exaltation militariste colossale de l'Empire allemand n'est pas la tasse de thé d'Édouard, mais lorsque sa propre sœur Vicky en est victime, le breuvage tourne alors vraiment saumâtre. Alors qu'elle était sans doute encore mieux douée que sa mère et son frère, et qu'elle nourrissait l'idéal d'apaiser l'Allemagne, la mère de Guillaume vit retirer depuis l'avènement de son fils, dans les regrets de son mari perdu, de son règne avorté et de ses ambitions désolées. Pourtant, lors des réunions de famille, Guillaume et Vicky semblent avoir tiré un trait sur les griefs du passé. Elles ne parlent pas de politique, elles ne regardent même plus le petit bras malade du Kaiser qui leur a fait tant de mal à tous les deux. Au fond, plus rien n'a d'importance, car elle sait qu'elle va mourir. Édouard est venu la voir souvent durant sa maladie. Il a mesuré sa solitude et sa tristesse. Il y a beaucoup de cadavres entre l'oncle et le neveu, mais aucun ne les sépare autant que celui de Vicky. Dieu sait tout, mais le Kaiser en sait encore plus, disent les Berlinois, mi-sarcastiques, mi-sérieux. Après plus de 10 ans de règne, il rit encore des bouffonneries dont le répertoire est inépuisable. Mais ils se sont aussi laissés contaminer par la perpétuelle atmosphère de gloire où les entretient la multiplication des effigies du couple impérial. À
Artiste de la grandiloquence, Guillaume possède le talent de faire passer son agitation pour de l'énergie et sa bigoterie pour du dévouement. Et si personne n'est dupe parmi les gens de pouvoir, on s'en arrange par la ruse et la flatterie. Ainsi, le chancelier von Bülow, intelligent et compétent, joue sans vergogne le coryphée des adulateurs auprès du Reichstag pour mieux manipuler le Kaiser, qui déclare de son côté « Ce sera mon nouveau Bismarck ». Ce carambolage pervers de l'emphase et de la bassesse est encore imperceptible pour la majorité des Allemands, qui n'imaginent pas que le puissant seigneur du nouvel empire germanique, entouré du ramage de ses fils, n'est en fait que le jouet sonore d'un entourage obscur de conseillers et de militaires avides de se mesurer à la grande ombre de Bismarck. Le conformisme prussien interdit qu'on s'approche des coulisses du spectacle. Dommage, car le jeu des comparses en dirait plus sur la vraie nature de la vedette impériale. Ainsi du Kronprinz, dont la presse vante les éminentes qualités à recueillir l'héritage. Amateur d'uniforme comme son père, avec une prédilection pour ceux qui mettent en valeur une tournure d'éphèbe, aux galbes maintenues par de discrets corsets, chouchou de sa mère pour ses bonnes manières, le Kronprinz n'est que la caricature de tous les rôles qu'il voudrait jouer. Officier de la tradition prussienne, il s'ennuie dans les casernes. Politique, il soutient la coterie la plus dangereuse des pangermanistes ultras. Prince héritier, il en retire surtout le plaisir de paraître, le goût de tout ce qui coûte cher, l'ambition de se présenter en recours des manquements de son père. Ses parents le traitent avec indulgence, mais il est un domaine où le Kronprinz excelle, dans des proportions qui troublent la félicité familiale. C'est un chasseur de femmes compulsif. Après avoir fait preuve de sa précocité dans les rangs admiratifs des chambrières de Potsdam, il écume désormais le vaste gynécée berlinois. Maris furieux, dames inconnues qui se présentent avec un petit souvenir vagissant dans un couffin, on le marie en hâte à Cécilie de Mecklembourg. Apparemment, c'est un bon choix. La jeune princesse vient d'un de ces États du nord de l'Allemagne où il ne se passe jamais rien, et de plus avec un siècle de retard sur le reste de l'Empire. Elle sera donc sage. Elle est aussi à demi russe. C'est une politesse faite aux Romanov, et on lui prête un charme slave qui devrait retenir le volage. Premier enfant, l'opération rangement semble un succès, à la grande satisfaction du Kaiser, jeune et rougissant grand-père. Mais Cécilie est en fait beaucoup plus russe qu'elle n'est d'Allemagne du Nord. Gaie, charmante, sophistiquée, elle se prête de bonne grâce à la comédie qu'on lui a fait jouer. Et elle en profite pleinement au parfum du grand monde international qui attire tant son mari. Mais elle souffre du seul défaut qui n'était pas inscrit au scénario. Elle est amoureuse de lui et se désespère de la reprise de ses aventures. On éloigne donc l'incorrigible Don Juan, après que les plaintes de Cécilie eussent filtré dans la presse internationale. Au régiment des hussards de la mort de Danzig, macabre garnison dans un poulailler à sa mesure. Vaine cavalcade, Freuden tapageuse, Cécilie vient le retrouver de loin en loin, le temps de lui présenter les nouveaux enfants qu'il lui a fait distraitement. Mais enfin, ma chère, vous avez l'affection de l'Allemagne. Vous ne voudriez pas que je vous aime en plus ? Si le Kaiser sous-estime les travers de son héritier, il est en revanche très fier des qualités de Victoria Louise, ultime rejeton féminin de sa progéniture.
Esprit délié, caractère vif, dont elle polit le mordant sur son frère Joachim, la jeune princesse est bien la seule personne de la famille qui ose franchement tenir tête à son père. Sa mère ayant finalement renoncé à briser sa volonté, Victoria Louise grandit dans une relative liberté de jeune personne avertie, devinant le monde avec la volonté de piétiner les songes de son père. Mais enfin, elle est encore bien trop jeune pour exercer une quelconque influence. Dans l'Allemagne militarisée, où le Kaiser se grise de sa propre image de nouveau Frédéric II de Prusse. Et où il entraîne d'un joyeux pas de carrousel, sans aucune crainte du ridicule, des foules galvanisées par son aplomb, vers le Valhalla fantastique des margraves retrouvés du Brandebourg. Griffonneur d'interjections lapidaires et brouillonnes sur les rapports qu'il parcourt, discoureur infatigable, Guillaume, en fait, ne travaille pas. À la grande satisfaction de ses ministres qui peuvent vaquer à leurs petites affaires et à celle des amateurs de chasse qui s'honorent de recevoir les visites impériales. La chasse est pour lui un emboîtement de plusieurs plaisirs. Le premier est de se retrouver dans des assemblées majoritairement masculines où son ami de cœur Philippe de Lenbourg ravit la compagnie de ces belles légendes de la forêt noire. Celui de faire la preuve de sa dextérité de tireur malgré son bras infirme demeure toujours très valorisant, même si le gibier est rabattu vers son fusil comme dans un entonnoir. Enfin, il y a l'amusement de pouvoir faire des niches aux excellences en leur tapant dessus à coups de bâton. La chasse permet à Guillaume d'exercer sa spirituelle gaieté pour une brochette de beaux esprits, rompus à la bonne humeur automatique. Mais elle ne le protège pas des vigilantes attentions de Donna, son épouse, assurément très émue du ton des lettres où il prétend s'ennuyer. C'est ainsi qu'avec l'avancement de la saison, peu à peu reviennent les femmes des joyeux compagnons. Fini les veillées chaleureuses où Philippe de Lenbourg accompagne au piano les leaders dont le Kaiser ravit l'assistance. Terminé les mascarades, les bonnes histoires un peu lestes. Et comme s'il devait se faire pardonner quelque chose, auprès de Donna, Guillaume redevient l'enfant qu'il ne fut pas pour sa mère. Et cependant, malgré toutes ces bizarreries et ces manquements, Guillaume est populaire, objet d'un véritable culte. Son entrain, son cabotinage occupent la scène des utopies bourgeoises, d'une Allemagne qui a soif de notoriété. Ses réactions imprévisibles passent pour de la politique. Et peut-être s'émeut-on aussi de cette insécurité sentimentale puérile qui est celle-là même de l'empire trop juvénile. Guillaume, dont le gouvernement idéal serait composé de Jules Verne, Buffalo Bill, Livingstone et Wagner, se passionne évidemment pour l'empire colonial allemand. Bismarck avait pris sans conviction ce qui restait pour faire chanter les Anglais et saliver les Français. Avec Guillaume, le rêve impérial étant les bienfaits du pas de loi à tout ce puzzle africain. Médecins héroïques, missionnaires paternels, instituteurs bienfaiteurs complètent la carte des vertus coloniales, sur laquelle de jeunes émules d'un banania germanique apprennent à localiser nos ancêtres les Prussiens. L'un des intérêts de cette belle mise en valeur est qu'elle conforte la velte politique du Kaiser. Tous ces nouveaux sujets qui ont si bien appris à défiler de Königsberg à Windhoek sous le portrait de leur bienfaiteur
Il faut maintenant les protéger et pour cela construire une flotte de guerre. Notre avenir est sur les mers. La forte sentence martelée par le Kaiser a trouvé son maître d'œuvre, l'amiral von Tirpitz, redoutable ministre de la Marine, doté de fonds illimités, ainsi que de la confiance absolue de Guillaume. Personne ne doute évidemment que tout cet effort ne soit dirigé contre la suprématie maritime de l'Angleterre. La flotte est le jouet très coûteux de Guillaume, mais elle est aussi l'instrument de son envie et de sa soif de revanche à l'encontre de la puissance admirée et détestée. L'Empire a pris l'Alsace-Lorraine à la France, il veut arracher l'océan à la Grande-Bretagne. Et aucun appel à la raison ne peut éclairer le danger de cet orgueil nationaliste qui soude le Kaiser, les ouvriers des docks, l'écrasante majorité de l'Empire. Le nouveau Neptune est particulièrement obsédé par le désir de posséder des dreadnoughts, ces cuirassés géants qui montent la garde sur la route des Indes et qu'Édouard inspecte régulièrement avec son fils et son petit-fils comme les joyaux de la couronne et la garantie de la survie de la grande île britannique. Ainsi est-il obligé de se lancer dans une course folle au surarmement naval afin de maintenir l'avance britannique, toutes les tentatives pour modérer le Kaiser et Tirpitz s'avérant vaines. Édouard admet fort bien que l'Allemagne veuille être aussi une puissance navale. Il tente seulement de faire comprendre au Kaiser que l'Angleterre étant une île a besoin d'être sûre de ses voies maritimes. Mais rien n'y fait, car Guillaume veut tout et le plus vite possible. Et tandis que les bateaux de guerre allemands croisent autour de la Grande-Bretagne hérissés d'amertume, le Kaiser et Tirpitz préparent le lancement de nouveaux dreadnoughts. En bon anglais, Édouard est un excellent marin qui pratique courses et croisières pour ses loisirs et ses déplacements officiels. Alexandra, fidèle à ses origines vikings, partage cette passion et l'accompagne fréquemment dans ses périples en Méditerranée. Guillaume, de son côté, ne rate pas une occasion de vouloir en mettre plein la vue à Édouard. Il s'invite aux régates de Cowes, à la tête d'une armada de yachts sophistiqués et d'équipages flambants, auprès desquels son oncle a l'air d'un vieux loup de mer égaré sur un rafio. Et c'est ainsi que le Kaiser pourchasse le roi d'Angleterre sur toutes les mers. Cette course-poursuite où l'antique Victoria and Albert voit constamment se profiler dans son sillage l'étincelant Hohenzollern et son capitaine au long cours exaspère évidemment Édouard. Même s'il s'amuse des déconvenues de Guillaume, pirate maladroit, trop sûr de sa navigation et qui se réjouit d'avoir rattrapé son oncle au moment précis où celui-ci vient de le semer dans un brouillard d'embarras diplomatique. Édouard rejoint Gênes par un brusque détour. Le roi d'Italie, Victor Emmanuel, est flatté de cette visite. Il est officiellement l'allié de l'Autriche et de l'Allemagne, mais Édouard sait en fait à quoi s'en tenir. L'Italie revendique le sud du Tyrol et Trieste, provinces autrichiennes, et pousse quelques insinuantes radicelles vers le corps moribond de la Turquie, protégé de l'Allemagne. Édouard joue donc sur du velours avec le seul problème de se débarrasser de sa cigarette en douce d'Alexandra qui ne supporte pas ses habitudes de fumeur. Mais le Hohenzollern ne fait plus le tour de la Corse en mugissant de dépit. Il croise maintenant au large de Gênes. Et Guillaume est tout à la joie de pouvoir rejoindre la petite réunion de famille dans le rôle toujours très apprécié de l'invité surprise.
Mais la présence du Hohenzollern a été évidemment signalée. Et si au matin, toute la rade est en fête pour accueillir l'allié officiel de l'Italie, Guillaume découvre en la traversant que le Victoria & Albert a disparu durant la nuit. Cette déconvenue n'est pas la seule. Comme l'expliquent les officiels embarrassés qui se trouvent sur le quai, le roi Victor Emmanuel est au regret de ne pouvoir accueillir lui-même son cher cousin. D'importantes affaires l'ont appelé à Venise. On propose à Guillaume de visiter l'arsenal. Il y a des moments où Donat rit sans qu'on comprenne pourquoi. L'escorte pronostique un avis de gros temps. En fait, Victor Emmanuel nourrit la susceptibilité des hommes petits qui n'aiment pas qu'on les toise. Et il aime effectivement beaucoup se rendre à Venise, d'où il peut surveiller la Trieste des Autrichiens toute proche et cette mer Adriatique dont il ambitionne de faire un lac italien. Pourtant, il lui faut bien rendre les armes devant Guillaume. Le Hohenzollern vient de pénétrer dans la lagune. Mais Venise n'est pas Gênes. Il fait humide et froid. Les imposants chapeaux de Donat écartent toute velléité de rêverie touristique. Et Guillaume, désormais de fort méchante humeur, parle de Victor Emmanuel en l'appelant le gnome, surnom qu'il lui donne depuis qu'il l'a surpris à regarder son bras infirme avec un affreux sourire complice d'anciens combattants des disgrâces physiques. Enfin, ils finissent par s'attraper l'un l'autre en haute mer, déclarations sonores sur l'alliance éternelle, tandis que les gondoliers attendent Thomas Mann et qu'Édouard et Alexandra voguent vers Athènes. Cité champêtre flottant parmi les vestiges d'une grande histoire, Athènes a une grâce particulière pour Édouard, le roi Georges de Grèce qui l'aime tendrement. Prince danois assez aventureux pour s'être risqué sur le trône éjectable d'Athènes, Georges est le frère d'Alexandra d'Angleterre et de Maria Féodorovna de Russie, dont il possède le charme poétique. Il est en fait très habile. Sa fantaisie lui permet de naviguer parmi les factions rivales. Sa placidité l'incite à menacer régulièrement de s'en aller, ce qui a pour effet de calmer instantanément le perpétuel tremblement de terre des passions grecques. Il a en somme toutes les qualités qui plaisent à Édouard, en plus de celle d'être son beau-frère. Sous son règne, la Grèce bénéficie d'un prestige imprégné d'humanités antiques et la grande attraction de la cour est de faire visite au stade selon un protocole plutôt approximatif où l'on se place selon ses préférences à l'abri de parapluies qui servent d'ombrelle. Bref, ce sont les vacances de Copenhague avec le soleil, les cigales et les gymnastes en plus. Hélas, Guillaume se passionne aussi pour l'histoire grecque et il se sent une telle affinité pour le bouillant Achille qu'il vient de racheter la villa de Sissi à Corfou. Georges doit donc quitter ses invités pour l'accueillir. Il est vrai que son fils a épousé la sœur de Guillaume, lequel affirme maintenant adorer sa belle famille grecque, sans doute pour pouvoir serrer Édouard et les siens de plus près, ici comme ailleurs. Finalement, c'est seulement en Angleterre qu'Édouard peut éviter de sentir sur son épaule le souffle du perturbateur universel. S'il s'amuse parfois des tours qu'il joue à son illustre neveu, cette situation ne laisse pas de l'inquiéter. Et à son fils qui vient l'accueillir à ses retours de croisière, en lui demandant s'il est vrai que le Kaiser voguait dans les mêmes parages comme l'affirmait la presse, il confie « Prends garde à ton cousin, ce garçon est irresponsable et dangereux. À nous tous, il n'apportera que des ennuis. »
Länders wird nun entscheiden. Letztens im Frieden über Feld und Wehrfall. Grâce à Ève Ruggieri, chaque dimanche, la musique adoucit les cœurs. Alors à tout de suite. Elle est morte. Le dessert monte à quand? Ça arrive brusquement. C'est une fracture de myocarde. 1, 2, 3. Comment ça va? Vous n'avez pas trouvé Martin étrange ces derniers temps? Mais je lui aurais rien dit. Comment ça Je peux te lire un secret. C'est un rêve. Pourquoi ce secret? Qui parmi vous sait Ce que l'on vit. Berthier, vous m'apportez ce papier. Dont certains que ça. papier, monsieur? On voudrait bien vous raconter l'histoire, mais chut, c'est un secret. Au moins jusqu'à lundi soir, sur France 2. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Front National arrive en tête de l'élection municipale partielle de Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône. L'épouse du bras droit de Jean-Marie Le Pen, Catherine Maigret, obtient 46,7% des suffrages. Le maire sortant, le socialiste Jean-Jacques Anglade, 37%. Enfin, le candidat UDF-RPR, Roger Guichard, recueille 16,3% des voix. À noter la forte participation avec un taux de l'ordre de 76%. Une question ce soir, quels seront les candidats présents au second tour? L'attention est vive dans les QG de campagne. Je vous propose de retrouver sur place pour France 2, Michael Darmon. Je m'étais engagé pour rendre leur victoire aux Vitrolais. Avec